Je vais essayer de répondre, mais en tout cas, moi, je suis très content des questions. Ça montre que je pense que le message est passé. Donc, ne m'en voulez pas si vous êtes frustré. Ne me laissez pas partir. Reposez-moi des questions après. Enfermez-moi. Voilà. Si c'est trop long, il faudra m'héberger, mais il n'y a pas de problème. D'abord, sur la question de l'immigration interne, vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Je pense qu'une des thèses que je n'avais pas il y a quelques années, que je développe dedans, c'est, je le pose tel quel, de quand faut-il dater l'immigration. Et je propose de ne plus dater l'immigration de l'arrivée des premiers Européens des autres nations, c'est-à-dire Belges, Italiens, etc., mais de le dater de l'arrivée des Bretons, des Auvergnats, dans les grandes métropoles. Et pour le montrer, donc en gros c'est la logique du mode de production capitaliste qui, affaiblissant les modes de production communautaires, contraignent des gens à quitter leur chez-soi. Donc c'est des déracinés du capital. J'y reviendrai par rapport à la question que tu as posée. Donc c'est le mode de production capitaliste qui déracine de leur mode de production historique qu'ils avaient et qui va produire l'immigration. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas appeler le Breton qui arrive à Paris au 18e, de ne pas l'appeler immigré. Et le fait qu'on ait limité, et en Italie, Italie du Nord, Italie du Sud, et le fait qu'on ait limité le mot immigration à ceux qui venaient d'autres nations, est un signe qu'on a intériorisé la notion d'État-nation, qui est une notion capitaliste, en réalité. Et donc il faut s'interroger, y compris sur notre banalisation, notre intériorisation de ces dimensions-là. Donc pour moi, l'immigration, les Bretons qui arrivent à Paris sont des immigrés. Et dans le livre, il y a tout un chapitre qui est consacré d'abord aux immigrations internes. Je crois que le premier chapitre, c'est sur les immigrations internes, et qui décrit quoi. Dans quel type de secteur économique vont les Bretons et les Auvergnats qui arrivent à Paris? C'est les mêmes types de secteurs que l'immigration subsaharienne aujourd'hui, quand elle arrive aujourd'hui. Dans quel type de différenciation de traitement avec les travailleurs nationaux déjà installés? C'est les mêmes écarts qu'on repère. Avec quel type d'idéologie, quel discours on tient sur eux. Donc tout le premier chapitre décrit cela. Et c'est extraordinaire, hein, pour ceux qui ont lu déjà le livre, vous avez dû être surpris par certaines phrases que moi j'ai découvertes. Moi j'ai été surpris d'entendre parler du communautarisme des Bretons, d'entendre parler des Auvergnats qui refusent de s'intégrer, d'entendre parler de ceux qui refusent d'apprendre le français. C'est les discours d'aujourd'hui qui étaient tenus pour des gens qui appartenaient au royaume de France. Donc on voit bien que ce qui fait immigration ou non, c'est le déracinement par le capital, donc la destruction de modes de production ancestraux, de vie, et ce déracinement du capital, c'est ça qui fait l'immigration. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que du coup, on peut faire le lien jusqu'à aujourd'hui. Oui, le Malien qui arrive est un déraciné du capital. Vous avez tous vu mon dernier bouquin, le manuel de l'immigration, le sous-titre c'est les déracinés du capital. C'est des déracinés, le capital déracine les gens. Personne ne quitte son environnement par plaisir. Il y a des déracinements liés aux besoins de profit, etc. Donc vous avez raison là-dessus. Le second point, sur le patriarcat, vous avez raison également. Mais c'est en lien avec la notion, justement, ce que je disais en introduction, avec la notion de système. Alors, je vais faire une aparté pour parler d'un certain nombre de théorisations qui fonctionnent, qui tournent aujourd'hui, etc. Aujourd'hui, on essaye d'opposer le sexisme et la lutte anticapitalisme. La lutte antisexiste et la lutte anticapitaliste, ou en tout cas en les présentant comme n'ayant pas forcément de lien. On essaye de dissocier la lutte antiraciste et la lutte anticapitaliste. On essaye de dissocier toute une série de combats. Donc, on aurait en réalité, selon ces nouveaux modes d'approche, on aurait, donc, qui sont les modes d'approche postmodernistes, hein, on aurait une juxtaposition, l'un à côté de l'autre, de modes d'oppression. Autrement dit, il y aurait le mode d'oppression sexiste, qui serait à côté du mode de production, de l'idéologie raciste, qui serait à côté du capitalisme comme mécanisme d'exploitation. Cette manière de poser les choses, elle est complètement antiscientifique. Elle oublie tout simplement pour que ces différentes dimensions puissent fonctionner. Est-ce qu'il y a une des dimensions qui est dominante ou non? Il y a un concept que Marx propose et qui a été complètement oublié dans beaucoup d'analyses, qui est le concept de formation économique et sociale. Marx ne parle pas de société. Hein. Il ne parle pas seulement de mode de production.
Il parle de formation économique et sociale capitaliste. Et comment il le définit? Il dit dans la formation économique et sociale capitaliste, c'est l'existence de plusieurs modes de production dominés par le mode de production capitaliste. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments de patriarcat, mais qui sont dominés par le mode de production capitaliste. Il y a des éléments de féodalisme, mais qui sont dominés par le mode de production capitaliste. C'est-à-dire que l'évolution des sociétés, c'est pas je rajoute des modes d'oppression. Il y a toujours une dimension dominante qui va mettre à son service tous les héritages oppressifs du passé. Le patriarcat est un vieil héritage du passé, mais il n'est pas simplement à côté du capitalisme. Il est utilisé, instrumentalisé, mis en système par le capitalisme. Absolument, c'est sûr, il existait avant, mais à partir du moment où le capitalisme domine, il le met à son service. Le racisme, c'est la même chose. On pourrait avoir, moi sur le racisme, je serais un tout petit peu prudent, mais il y a des modes de traitement inégalitaire selon l'origine qui peuvent exister dans le passé et qui vont être instrumentalisés par le capitalisme. Autrement dit, le mode de production dominant à un moment donné se réapproprie toutes les imaginaires, toutes les représentations sociales, tous les modes de hiérarchisation qui existaient par le passé pour le mettre à son service, c'est-à-dire là, en ce qui nous concerne, au service d'un système qui est basé sur le profit. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas de libération antisexiste sans abolition du capitalisme. Et il n'y aura pas de destruction du racisme sans abolition du capitalisme. Mais attention, l'abolition du capitalisme, si elle ne se pose pas ces questions-là, peut effectivement ne pas être cohérente avec le fait de détruire toutes les oppressions. Et donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est il y a toujours un mode de production qui est dominant. Je pense qu'il y a une lecture qui est incontournable et qui a été oubliée dans le mouvement de gauche, qui sont les travaux du 6e, alors certains vont dire mais pourquoi il fait des liens comme ça? C'est le 6e, je vous conseille vraiment de les lire, les travaux du 6e congrès de l'Internationale communiste, qui aborde la question, qui se pose la question, mais qu'est-ce que les capitalistes, est-ce que la colonisation est venue implanter le capitalisme dans les colonies de la même façon que le capitalisme qui s'est implanté en Europe? C'est de là que Samir Amin tire toute sa théorie. Et le 6e congrès dit non. Donc après avoir débattu pays par pays, etc., ils en tirent conclusion non. Ça n'est pas un capitalisme autonome qui se met en place dans les colonies. C'est un capitalisme dépendant. C'est un capitalisme qui va maintenir les modes de production féodaux, qui va maintenir les modes de production, les oppressions antérieures, pour les utiliser à son service. On n'est pas venu détruire complètement, on est venu récupérer. Et c'est pour cela que des vieilles oppressions ont pu être réutilisées. Et bien, ce que le 6e congrès analyse, et ça c'est extrêmement intéressant, ça a permis de comprendre pourquoi des chefs de tribus ont collaboré avec les colonialistes, pourquoi des gens qui auparavant auraient dû s'opposer à l'intervention extérieure se sont alliés aux colonisateurs. En analysant cela, mais le 6e congrès nous aide aussi à comprendre par rapport aux autres oppressions. C'est la même chose pour le sexisme. C'est-à-dire que le nouveau mode de production récupère à son service tous les mécanismes inégalitaires du passé pour les faire fonctionner à son service. Est-ce que on peut comparer la Rome antique au capitalisme? Je ne pense pas. Je pense que vous confondez rapport marchand et rapport capitaliste. Il y a eu des enrichissements dans le passé. Il y a eu des guerres, il y a eu des conquêtes, mais ce n'était pas basé sur un système économique qui a besoin d'employer des gens pour les faire travailler plus que ce qu'ils ne coûtent. C'est le mode de production capitaliste qui vient introduire cette dimension-là de manière générique. Il y a eu, bien sûr qu'il y a eu, mais pas en tant que système. En tant que système, il faut ce mode de production capitaliste pour que ça apparaisse. Ça ne veut pas dire que dans le passé, il n'y avait pas d'autres oppressions qui peuvent être aussi graves, mais ça veut dire tout simplement que le capitalisme vient systématiser, mettre en système des choses qui étaient éparpillées dans le passé. Le racisme et le contexte colonial. Je pense qu'avant la conquête, il y a toute une école de marxistes en Amérique latine qui s'appelle l'école de 1492. Donc, de manière provocante, ils disent
par rapport à ceux qui disent il y a toujours eu des inégalités, toujours eu du capitalisme, etc. Eux, ils disent non, 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 nous, on le date de 1490, l'arrivée de Christophe Hollande en Amérique. En gros, ils disent c'est de là que date le capitalisme, le racisme, parce qu'à ce moment-là, il y a eu besoin de justifier à nos propres yeux, c'est-à-dire y compris ceux qui faisaient ça, quand même. Voilà, des peuples qui parlaient, qui se disaient civilisés, etc., et qui vont conquérir et détruire des civilisations entières. À leurs propres yeux, comme aux yeux de ceux qui s'agissait d'exploiter, eh bien, il fallait légitimer et justifier. Même les dominants ont besoin de justifier ce qu'ils font. Hein. Ils croient en leur connerie. Hein. Ils croient en leur connerie. Marx dit à un endroit, je crois que c'est dans l'idéologie allemande, il dit le socialisme ne va pas libérer seulement les prolétaires, mais même les bourgeois. Ils sont dans un système, dans une logique qui... et donc ils croient en leur connerie. Et donc ils ont besoin, pour aller détruire quand même les massacres, détruire toute une civilisation, toutes les civilisations d'Amérique latine, ils doivent croire en leur connerie. Et donc c'est à ce moment-là, dans ce processus-là, qu'émerge le besoin de théorisation. Auparavant, il existait quoi? Alors, il y a tout un chapitre dans le livre qui décrit cela. Je pense qu'on confond, lorsqu'on nous dit le racisme a toujours existé, avant même le capitalisme, on confond le racisme comme théorisation d'une hiérarchisation des races, donc de l'existence de races et de leur hiérarchisation, on confond ça avec l'ethnocentrisme et la xénophobie. Or, l'ethnocentrisme et la xénophobie, ça n'est pas la hiérarchisation, c'est la peur de l'autre. Et qui est liée à quoi? À la faiblesse des échanges. L'humanité n'a pas été toujours une humanité qui était dans plein d'échanges, etc. Et effectivement, ça n'est pas la même chose que d'avoir peur de quelqu'un que je ne connais pas, quitte à lui faire mal et à le détruire, etc., que de théoriser qu'il est inférieur à moi. D'ailleurs, dans la plupart des cultures, qu'est-ce qu'on faisait de l'ennemi qu'on arrêtait? On considérait qu'il avait des pouvoirs, donc je ne le considérais pas comme inférieur. Y compris les racistes qui ont développé la fameuse théorie des cannibales africains, etc. Le cannibalisme n'a jamais été une pratique de nourriture. Hein. Il y a eu des consommations d'éléments de chair, voilà, symboliques. Ces éléments de chair symboliques, c'était quoi? Pourquoi je mange l'angle du blanc? Parce que j'estime qu'il a de la force, lui. Hein. Et donc ça veut dire que je ne le considère pas comme inférieur. C'est le capitalisme, compte tenu de l'ampleur des destructions qu'il devait amener, qui avait besoin d'une idéologie, d'une théorisation de la hiérarchisation. Et donc, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'inégalité, juste ne confondons pas les deux. Est-ce qu'il y a eu une absence de rencontre entre l'école de Francfort et le marxisme noir? Je dirais, je vais le dire autrement, c'est pas faux, mais c'est partiel. Je pense qu'il y a eu une absence de rupture avec l'eurocentrisme du marxisme. Voilà, je pense que dans les pays européens. D'ailleurs, comment ça a avancé? Comment on a avancé? On a avancé quand d'autres marxistes, d'ailleurs, sont venus en débat avec des marxistes d'Europe. C'est là qu'on a eu des ruptures. Quand ça a commencé à se développer en Russie. Alors, la Russie est un pays qui était dominé, donc qui était un pays qui n'était pas dans le schéma habituel, etc. Ça s'est développé quand il y a eu des marxistes arabes, quand il y a eu des marxistes noirs. C'est cette absence de dimension-là. Pourquoi? Pour une raison toute simple, c'est qu'un marxiste en Afrique, il est obligé de prendre en compte la réalité de son pays et de voir que, attention, le marxisme n'est pas un dogme, mais c'est une analyse concrète, une situation concrète, comme disait Lénine, qu'il faut appliquer à la situation de chacun des pays. Je voudrais juste donner une anecdote là-dessus. Une anecdote qui est racontée par un livre d'un grand monsieur, qui est Willem Sportiste, un militant du Parti communiste algérien, qui racontait une scène, donc, ça se passe juste avant l'insurrection en Algérie, juste avant 1954, et en gros, la direction du Parti communiste français considère que les communistes algériens ne sont pas dans la ligne. Quoi. Ils ne sont pas assez obéissants. Ils parlent de choses, ils parlent trop d'indépendance et pas assez de lutte des classes. Comme s'il y avait une distinction. Et donc, il y a un délégué du comité central qui est envoyé en Algérie
À l'époque, il y avait des liens de dépendance qui a envoyé en Algérie pour leur dire la bonne ligne, quoi. Et donc il arrive et il dit, donc c'est raconté dans son ouvrage, je crois que c'est la Villa des Oliviers, son livre. Et donc et il arrive sur place et il demande donc à avoir une réunion concrète d'une cellule du Parti communiste algérien. Il lui dit, il n'y a pas de problème, demain on a une réunion avec notre cellule de paysans sans terre. Déjà, les communistes algériens ont des cellules de paysans sans terre. Ici, il n'y avait plus ça en France. Et arrive cette réunion de cellules. Alors, si certains sont en désaccord, ce n'est pas un problème, on pourra poursuivre le débat. Mais arrive cette réunion de cellules, et il lui dit, assieds-toi, et il dit, je vous présente le camarade, je ne sais plus qui nous vient du comité central du Parti communiste français pour assister à notre réunion. Et il dit, on va commencer. Et il lève la main, et il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Et il dit, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Et lui en sorti, c'était complètement athée, c'est un militant athée, matérialiste, etc. Mais, ouais, il dit, mais j'ai cru que le camarade français allait s'évanouir, il ne comprenait pas. Et après, il me dit, mais c'est quoi ça, nous, communistes? Mais comment tu veux que je fasse une révolution en Algérie? Comment tu veux que j'installe le socialisme en Algérie si je ne parle pas des masses algériennes telles qu'elles sont? Et il dit, voilà l'eurocentrisme. Voilà l'eurocentrisme. Cette incapacité de faire une analyse concrète, des sessions concrètes. Moi, je veux développer des idées marxistes, je pars de mon peuple tel qu'il est. Et donc, c'est cette rencontre-là qui n'a pas eu lieu, c'est plus cette dimension eurocentrique que simplement cette rencontre-là. C'est plus large, en gros. Ce qu'il dit n'est pas faux, mais c'est beaucoup plus large. Sur le racisme systémique, tu as raison. Vous savez, derrière le mot racisme, on met trop de choses. Alors, si on regarde l'utilisation du mot racisme, il y a au moins trois choses qui sont dites dans le mot racisme. Il y a premièrement une idéologie, le racisme comme idéologie. Donc l'idéologie de hiérarchisation de l'humanité entre races supérieures et inférieures. Ça, c'est dans le centre de discours, quand vous entendez le mot racisme, c'est de ça dont on parle. Second niveau, le racisme, ça peut être des préjugés. C'est-à-dire des gens qui ne pensent pas que l'humanité est hiérarchisée, mais qui pensent que quand même les Noirs, ils courent vite. Ils dansent bien. Parce que c'est pas forcément négatif, ça peut être positif aussi. C'est-à-dire des images qui sont en lien avec une idéologie, mais c'est pas forcément conscient. C'est ça l'idéologie dominante, c'est ça, c'est qu'on peut avoir des images qui ne correspondent. Sans avoir l'idéologie, je peux avoir des images. Et puis il y a une troisième dimension, qui est pour moi la plus importante que les deux précédentes. Qui est plus importante. La troisième dimension, eh bien, c'est le racisme en acte. C'est les discriminations. C'est la différence de traitement. Or, tout le mouvement antiraciste s'est construit dans ce pays sur la lutte contre l'idéologie ou les préjugés. Et pas sur la lutte contre les discriminations. Or, dans quel sens on va transformer les choses? Est-ce qu'en combattant l'idéologie, je vais changer les discriminations? Vous pouvez combattre l'idéologie autant que vous voulez, ça ne va pas forcément changer les discriminations. Par contre, si nous obtenons des changements concrets qui empêchent les discriminations, eh bien, l'idéologie ou les représentations qui sont liées vont disparaître. Je donne souvent l'exemple un peu caricatural, je tire pour illustrer jusqu'au bout l'image. Est-ce que, si on avait tenté d'expliquer à tous les conducteurs qui s'arrêtent sur des places pour handicapés, donc si on avait combattu l'idéologie ou les représentations, donc leur faire la leçon de morale, il ne faut pas s'arrêter là, etc., est-ce que ça c'est plus efficace que d'avoir des places pour handicapés? Moi je pense que c'est plus efficace d'avoir des places pour handicapés. C'est pas suffisant. C'est-à-dire que je pense que c'est la contrainte qui, le jour où on aura l'habitude, parce qu'il n'y aura plus de discrimination, de voir mon collègue noir ou arabe à tous les postes de la société, dans toutes les professions, à tous les niveaux, etc., eh bien les préjugés et les représentations disparaîtront. C'est-à-dire que le racisme systémique, c'est celui qui s'impose par les faits, et c'est celui-là qui est sans doute parce que pour tout le reste, il y a accord des dominants. Vous rencontrerez rarement, à part ça, mais qui se dit raciste aujourd'hui idéologiquement? Plus personne. Même Marine Le Pen, elle dit je suis pas raciste. Oui,
Il y en a encore, mais globalement, c'est pas ça la majorité. En termes de représentation, en attendant que toutes les représentations racistes disparaissent, on peut attendre des millénaires. Par contre, transformer l'inégalité de traitement, c'est par là qu'on doit prendre le combat antiraciste à mon sens. Sur la question des causes, tu as raison, hein, c'est pour cela que, pour moi, il y a deux questions qu'il faut poser à chaque fois, qui est la question, quand on parle d'immigration et en lien avec ce que tu disais, c'est d'une part les causes, c'est pour ça que je parle de déraciner du capital, ça résume les causes, qui sont les causes communes aux paysans bretons et aux paysans maliens, les déraciner du capital, et secondo, sa nature sociale aujourd'hui, c'est des travailleurs. Ce qu'ils sont aujourd'hui sont des travailleurs, ce qu'ils étaient, c'est des déracinés du capital. C'est ces deux dimensions-là qui permettent de cerner la question de l'immigration. Sur la question de l'ouverture des frontières, tu poses une question de fond, hein, qui est difficile à poser parce que bien entendu, on n'est pas pour la fermeture des frontières. Dans le livre, je donne en réponse à tous ceux qui pensent que pour arrêter la concurrence entre forces de travail, on va se battre pour la fermeture des frontières. Marx a parlé clairement là-dessus. Il dit ça, c'est du nationalisme. Lénine a été très clair là-dessus. Et quand je dis ça, c'est parce que le débat était posé au sein du mouvement ouvrier. Les gens disaient, il faut une loi de fermeture des frontières. Et Marx répond, mais vous êtes complètement à côté de la plaque, mais c'est... si j'insiste là-dessus, c'est que certains qui se revendiquent du marxisme aujourd'hui développent cette idée-là. Ils développent cette idée-là. Les marxistes ne sont ni pour l'ouverture, enfin l'approche marxiste, ni pour l'ouverture, ni pour la fermeture des frontières. Mais pour une raison toute simple. Toute simple. C'est que c'est... Qui décide de la fermeture ou de l'ouverture des frontières? C'est pas les travailleurs qui vont exiger une loi, c'est les capitalistes qui en ont intérêt ou pas intérêt. Et ce que Marx dit, par contre, c'est qu'une fois que les travailleurs sont là, une fois qu'ils sont passés, une fois qu'ils sont là, quand ils sont sur le territoire français, ben, il faut se battre pour qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde. Et Lénine dit même, il faut se battre pour qu'ils soient automatiquement naturalisés. C'est-à-dire que ce ne soit pas une démarche. Ils ne soient pas obligés d'aller dire, s'il vous plaît, donnez-moi la nation française, mais que le fait d'être présent 6 mois sur le territoire, ils reçoivent ces jeux leur carte d'identité, comme ça on ne peut pas jouer sur cette division juridique, etc. Donc on a, à ce niveau-là, un faux débat. Moi, je pense que le débat n'est pas ouverture ou fermeture des frontières. Il est qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont ici? Sommes-nous pour leur régularisation ou non? Et c'est ça le vrai débat. Parce que de toute façon, l'ouverture des frontières, elle n'existera réellement, complètement, que quand nous aurons une République internationale des travailleurs. Oui, il y aura plus de frontières. Sinon, c'est vraiment être idéaliste que de penser que dans le cadre du capitalisme, on va pouvoir avoir... à un certain moment, on se pose la question, certains de nos débats, est-ce qu'ils oublient qu'il faut poser le débat différemment quand c'est sous le capitalisme ou dans un projet futur d'avenir de transformation sociale? C'est pas que je lui en veux, hein, mais c'est le même débat avec Roussel. Bien sûr que dans une société socialiste, dans laquelle c'est pas le profit qui domine, bien sûr qu'il n'y aura pas d'allocation, tout le monde travaillera. Mais bien sûr. Mais lui nous dit maintenant. Maintenant, si tu nous dis maintenant, tu nous mens. Non, le capitalisme crée des gens qui ont besoin d'allocations et nous avons intérêt à ce qu'ils en aient, bien entendu. Et puis, dernier élément, donc encore deux questions. Oui, je ne l'ai pas abordé parce que oui, c'est court. Alors, je vais l'aborder rapidement, mais la thèse qui est mise en avant pour développer les opinions racistes aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est qu'en gros, l'immigration prendrait le travail des Français. C'est ça qui est mis en avant depuis Le Pen, depuis Jean-Marie Le Pen jusqu'à aujourd'hui. Certains ne le disent plus de manière aussi caricaturale, mais c'est ça qu'il y a derrière. Cette idée-là, elle se base sur l'idée que le marché du travail est unique. Or, nous savons aujourd'hui, par toute une série d'études, donc je fais la synthèse des travaux existants aujourd'hui dans le livre, que le capitalisme ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec une segmentation du marché du travail.
C'est-à-dire qu'il y a des segments du marché du travail que certains travailleurs peuvent refuser parce qu'ils ont une ancienneté, des papiers, des droits, etc. Et que d'autres ne peuvent pas refuser parce qu'ils n'ont pas de papiers, etc. Et donc il n'y a pas un marché du travail, mais des marchés du travail capitalistes. Et que l'immigration, elle s'insère dans certains segments du marché du travail et pas dans tous les segments. Et c'est pour cela que l'immigration ne vient jamais concurrencer en réalité la main-d'œuvre française. Par contre, même en étant dans ces segments inférieurs, elle sert idéologiquement de pression pour faire baisser les conditions de travail et de salaire de l'ensemble des travailleurs. Et c'est pour cela que l'ensemble des travailleurs a intérêt à casser ces segments de surexploitation. C'était une des questions qu'on devait poser. Vous savez, Marx, donc je réponds rapidement. Marx, beaucoup de marxistes, de camarades qui ont lu Marx, ont confondu deux choses. Ils ont confondu le capital comme description du capitalisme théorique. Marx, dans le Capital, nous dit, il s'est dit tel quel en introduction, je ne vais pas vous parler du capitalisme concret anglais, même si je vais donner plein d'exemples. Je ne vais pas vous parler du capitalisme concret français, même si je vais vous donner plein d'exemples. Je vais vous parler de ce qui est commun à tous les capitalismes, donc ce qui fait le modèle du capitalisme. Et dedans, il dit, dans ce capitalisme, je vais vous décrire deux formes d'exploitation. Mais en réalité, il y en a trois. Et il y en a une que je ne vais pas étudier, parce que j'en ai pas besoin au niveau théorique. Mais au niveau concret, elle est très fréquente et elle est quasi permanente. C'est quoi ces deux formes d'exploitation? Il nous dit, première forme d'exploitation, la plus-value absolue. Plus-value absolue, c'est le capitalisme qui va vous imposer de bosser plus. Tu bossais 8 heures, tu vas bosser 10 heures. Donc il y a 2 heures en plus de plus-value appropriée. Quand vous faites venir un sans-papier, vous pouvez le faire bosser 10 heures au lieu de 8 heures. Vous pouvez le faire bosser 12 heures. C'est de la plus-value absolue. La seconde forme de plus-value, c'est la plus-value relative. Tu vas toujours bosser 8 heures, mais tu vas bosser à un rythme beaucoup plus poussé, et donc tu vas produire plus en 8 heures que ce que tu produisais avant en 8 heures. C'est la plus-value relative. Les RTT, on s'est tous fait avoir. Les RTT, c'était le gros bluff. C'est de la plus-value relative. Voilà. On vous a dit, vous allez garder votre vendredi, mais les 4 jours, je vous l'avais bossé comme des cinglés, etc. Et nous, on a cru qu'on allait gagner notre vendredi, et on a signé des contrats. En réalité, il aurait fallu un refus complet des RTT, sauf à avoir le remplacement intégral en nouvelles embauches. Voilà. Ce qui n'a pas été le cas. Ça, c'est la plus-value relative. Et Marx nous dit, il y en a une troisième. Il ne la nomme, il ne donne pas de nom. Il ne donne pas de nom, j'ai proposé de l'appeler plus-value de surexploitation. Et il dit, c'est la plus-value dans laquelle le salaire ne permet même pas de reproduire la force de travail. C'est-à-dire, vous permet même pas de manger pour que votre corps se reproduise. Ben, les travailleurs immigrés quand ils arrivent, les sans-papiers quand ils arrivent, ben, c'est ça. Bien sûr, ça ne se voit pas, mais regardez leur espérance de vie. Regardez leur taux de maladie, etc. Et bien entendu, le rêve du capitalisme, c'est que tous les travailleurs acceptent cela. Mais en attendant que tous les travailleurs acceptent cela parce que ça s'est banalisé, eh bien on segmente le marché du travail pour banaliser cela et ensuite le généraliser à d'autres. C'est ça la logique du capitalisme. Et donc, oui, la segmentation du marché du travail, elle est essentielle. On a des travaux qui l'évaluent. Par exemple, si on regarde donc quel type de secteurs sont les Noirs et les Arabes en France, on trouve certains secteurs et pas d'autres. Voilà, quel type d'emploi on trouve certains et pas d'autres. Donc on peut comprendre. Alors ça ne touche pas que les Noirs et les Arabes, bien entendu, ça touche les travailleurs français, mais en proportion, bien entendu, c'est les plus fragiles qui sont contraints d'accepter ces postes. Donc il n'y a pas un marché unique du travail, mais une segmentation du marché du travail. Et la logique du capitalisme mondialisé d'aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis 30 ans, ils ont cru que la défaite que la contre-révolution qui était enclenchée depuis les années 90, et effectivement avec certaines complicités, même syndicales, je ne dirais pas de nom ici, mais bon, en tout cas, il y a des gens qui ont accompagné cela, ils ont cru que cette dimension-là leur permettait d'aller plus loin. Et donc, on a un système qui se construit, donc il y a tout un chapitre qui tente de décrire cela, qui était que ce qui était auparavant
appliquée à des immigrés pendant une durée de leur existence et qui étaient arrêtés au moment où ils rejoignaient la moyenne de la classe ouvrière française. En gros, quand vous étiez italien et que vous arriviez en France, ben vous aviez des situations, je le décris dans le livre, des situations qui étaient les mêmes que l'Algérien ou le Sénégalais qui arrive aujourd'hui. Mais ça ne durait pas éternellement. Ça durait une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et après, quand on regarde les trajectoires, ils rejoignaient la moyenne de la classe ouvrière française. Ce qui est nouveau avec l'immigration postcoloniale, c'est que ça ne s'arrête pas aux parents. La discrimination va se poursuivre pour les enfants. Il y a une reproduction du statut d'immigré pour des Français. Le capitalisme a inventé, il a été plus loin dans sa logique, il a inventé un système de production d'une main-d'œuvre surexploitée à l'interne, en instaurant des discriminations systémiques dans la société qui orientent vers certains secteurs ceux de surexploitation, certains membres de la classe ouvrière d'une certaine couleur ou d'une certaine origine. Et donc, de cette manière-là, il reproduit à l'interne ces dimensions-là. Et c'est pour cela que je parle de ligne de couleur. C'est-à-dire qu'on est passé de la surexploitation de l'étranger qui arrive à la surexploitation de Français qui ont juste comme différence d'avoir des parents ou une couleur qui vient d'ailleurs. Et c'est dire que le racisme n'est pas une question séparée de la classe sociale. En réalité, le combat de classe a besoin de la lutte antiraciste, et la lutte antiraciste va pas très loin si elle ne pose pas la question des classes sociales.